Voilà, je vais laisser aussi nos autres invités s'installer. Pierre et Dany voulaient bien me rejoindre dans la lumière. Voilà, ce débat, on l'a voulu après les événements absolument tragiques de ce week-end. On s'est dit, et maintenant, que fait-on? C'est l'idée de ce dont on a envie de débattre avec vous, mais je vais quand même poser déjà une ou deux questions à Pierre sur le film, qui montre quand même aussi le processus de décision, qui montre aussi tout de suite dans un gouvernement les différentes oppositions, qui montre la puissance de la communication. On en a quand même beaucoup parlé. Comment ça s'est construit? Comment, du coup, ce film, maintenant, comme tu l'as fait, il résonne pour toi avec ce que tu vois maintenant, ce que tu entends maintenant? Alors, le film s'est construit... moi, je suis absolument pas de ce milieu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le film est une histoire assez ancienne. J'avais vraiment l'intuition de faire un film sur un trou noir de notre vie qui était l'action politique et l'action tout court. En fait, l'idée du film vient avant Versailles, qui est le premier long métrage que j'ai fait. Avant, j'avais fait un film sur une usine, sur une équipe d'ouvriers qui travaillaient sur une chaîne de montage à Volkswagen, à Bruxelles. Et je me suis aperçu que la confrontation d'un désir de cinéma, d'une écriture, à quelque chose qui est de l'ordre d'une institution, était vertigineux, était à la fois intéressant à filmer, extrêmement difficile à filmer, extrêmement difficile à raconter, mais révélait plein de choses. Et donc il y avait l'idée de zones comme ça où finalement il y a peu d'images. C'est-à-dire sur un ouvrier aujourd'hui sur une chaîne de montage, enfin aujourd'hui c'était il y a 15 ans, mais je pense que c'est encore assez vrai aujourd'hui, c'est que la condition ouvrière est un lieu déserté, quoi. Déserté par l'imaginaire, déserté par l'écriture. C'était peut-être un enjeu dans les années 70. Celui-là. Ouais, voilà, je cherchais quand même. La condition ouvrière était un enjeu dans les années 70. Hein. Mais l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a fait un très beau livre sur ses parents. Sidérurgie, qui était la condition ouvrière. Oui, voilà. Et le coup d'après, c'était donc d'aller au cœur du pouvoir et donc de se mettre dans un cabinet ministériel. Et j'ai commencé à écrire. J'y suis pas arrivé parce que j'avais pas d'éléments et j'avais développé un peu une méthode d'écriture qui se basait beaucoup sur les entretiens et de l'enquête. Et donc j'ai laissé tomber le projet. Je suis tombé sur le sujet de Versailles. J'ai fait Versailles. Et après Versailles, j'ai repris le sujet. Et là, j'ai réussi à le faire. Donc c'est juste pour vous dire que c'était une histoire de long cours. Et le film s'est construit. En fait, le film est vraiment né le jour où je suis tombé dans un article de Libé, du temps où il faisait des cahiers emploi, où il y avait 4 pages sur les secrétaires particuliers et hommes à tout faire de gens importants. Il y avait un metteur en scène d'opéra, un ministre, je ne sais plus le troisième. Et il y avait cette relation, et là je mets le doigt sur la relation entre le ministre et le directeur de cabinet. Et je me dis, tiens, c'est absolument formidable. Entre ces deux-là, je pourrais tout raconter. Et c'est comme ça qu'est né le couple entre le ministre et Gilles. Et après, j'ai déroulé le film et est venu le ministre des Transports à cause de l'accident de car qui était au début. Et le crocodile est venu aussi quelques jours après par le souvenir d'une photo d'Helmut Newton. Et après, j'ai découvert que c'était une photo inspirée d'un palais de Pina Bausch, qui n'a pas eu qui a eu moins de notoriété, mais où il y avait 4-5 crocodiles sur la scène. Et puis, j'ai amassé peu à peu des éléments par quelques entretiens, en prenant contact avec des gens qui m'intéressaient. J'ai pu rencontrer 4 personnes qui ont suivi tout le processus, qui est jusqu'au tournage. Il y en a 2 qui sont dans le film, qui sont filmés dans le film. Il y a un directeur de la communication qui était à la communication de Francis Maire sous Chirac. Un
un photographe politique qui suivait beaucoup la gauche à Libération, et un directeur de cabinet, le ministre des Transports socialiste, Francis Rol-Tanguy, qui lui a été absolument précieux parce qu'il il a relu beaucoup de scènes sur ces dialogues entre le ministre et son directeur de cabinet. Et alors, est-ce que, Dany, le film maintenant, que tu as vu à l'époque, je crois, à Berlin d'ailleurs, il a une résonance particulière, en fait, sur la manière dont ça fonctionne, sur la manière dont, là c'est un accident de car, intervient, dont la prise de décision doit être immédiate. On a beaucoup parlé ce week-end des prises de décision, comment se prenaient les décisions. On a parlé par exemple de comment on intervient au Bataclan, comment on prend toutes ces décisions, qu'est-ce qu'on prend maintenant comme décision. On va y venir d'ailleurs sur les décisions politiques qui sont prises. Mais qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce processus de décision qui doit être pris tout de suite dans l'immédiateté quand il y a comme ça un accident ou un acte terroriste brutal? Ah ben moi je crois que c'est la grande difficulté d'être ministre, c'est quand il y a un tel événement de réagir tout de suite. Et je crois que si tu veux, les citoyens, mais même alors les autres, se simplifient la vie. De réagir comme ça sur le moment, c'est toujours qui tout double. Donc, et c'est très bien montré dans le film où il n'a pas le temps. Mais comme il est dans une dynamique et une structure de sa structure ministérielle, il n'est pas libre de sa décision. C'est ça qui est difficile et qui est bien montré dans ce film. De toute façon, c'est aussi un autre moment, quand on voit les nominations de ministres en France, c'est des castings. On ne nomme pas, on ne prend pas une personne souvent parce que c'est une personne qui a la capacité, qui est capable, mais parce qu'on en a besoin. Je ne continuerai pas sur la ministre de la Culture en ce moment. Oui. Hein, je veux dire, c'est effarant et je crois que ce film montre très bien, en fait, ce que peut être un ministre et comment il est cassé, et puis alors avec ses pulsions de vie personnelle, quoi, qui existent aussi pour un ministre. Alors si j'extrapole après du ministre, tu m'as dit tout à l'heure, ça va plus loin, tu dis, ouais, j'aimerais pas être Hollande en ce moment. C'est dommage, tu n'aimerais pas être président de la République. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien que tu sois président de la République, donc c'est dommage. Mais voilà, tu m'as dit, j'aimerais pas être Hollande en ce moment. Les décisions sont difficiles à prendre. Alors ça, c'était avant, et on va y venir avant ce qui a été annoncé au Congrès. Mais pourquoi c'est si difficile? Moi, c'est difficile d'ailleurs. Mais... je veux dire, j'ai un très bon copain qui était ministre des Affaires étrangères, Fischer. En Allemagne. En Allemagne, il me dit, il était vice-chancelier, donc il était avec Schröder, ils étaient le couple, disons, qui dirigeait l'Allemagne, et il dit que toutes les tensions d'un pays te passent à travers le corps. Tu es en permanence, tu es sous la tension du pays, de tout ce qui peut t'arriver que tu n'as pas imaginé. Tu te lèves le matin et voilà, il tombe quelque chose dessus. Et je crois que dans un moment, que ça soit Charlie ou que ça soit maintenant ce qui s'est passé il y a 3 jours, Bataclan, et bien tu vois, en tant que président, tout d'un coup, toutes les angoisses, toutes les peurs d'un pays te passent dessus, et là-dessus, tu dois trouver une solution que tu n'as pas. En fait, si tu es sincère, et il arrive quelque chose comme il est arrivé, première réaction, tu dis, écoutez, on a tout fait pour éviter que ça se passe, mais on ne peut pas l'éviter des fois. Voilà. Une société ouverte... Ça n'a pas été dit, ça. Mais il ne peut pas. Ils peuvent pas le dire. Tout le monde le zigouille tout de suite. T'as été élu pour président, t'as pas été élu pour pleurer. T'es pas élu pour nous dire, écoutez, c'est très difficile d'être président, j'ai mal au ventre et je rentre à la maison. Non, et je veux dire, voilà, et c'est pour ça que j'ai dit que moi je trouve que dans les réactions des politiques et de l'horreur de la politique, c'est le yaka. Il se passe quelque chose et les gens disent yaka ça et ça marchera. Pas. Non, mais on a quand même l'impression que
qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en place en janvier, une espèce de grand raout, de choses très spectaculaires sur la communication politique, internationale, etc. Et patatras, 10 mois après, on est encore plus dans l'horreur, on a franchi un cap, et qu'est-ce que peut être la réponse même sur la communauté, tu vois, parce que que ce soit un accident de car ou une décision d'un déminage dans une ville, etc., l'homme politique va être au cœur de l'écriture de l'histoire, et ça les fait kiffer. C'est-à-dire que l'histoire est en marche et ils sont là au moment où ça se passe. Ça, enfin, je dis un truc un peu brutal, mais je pense qu'il y a quand même ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même de vivre des heures historiques. C'est comme un ministre qui laisse son nom à une loi. C'est quelque chose. C'est quelque chose de fondamental pour eux. Alors là, c'est sur des situations extrêmement dures, psychologiquement. Mais néanmoins, les décisions qu'ils prennent sont peut-être des décisions qui vont réellement compter, d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue législatif. Et là, c'est pas qui. Et là, chaque geste compte, chaque parole compte. Oui, mais c'est vrai, je le lis pas. Mais dans les problèmes de sécurité face, disons, à ce genre de terrorisme, tu peux répéter on est en guerre, c'est du baratin. Hein? Enfin, ça vient d'être dit au Congrès. Oui, mais c'est toujours. Mais ça, je trouve que c'est du baratin. On peut s'arrêter juste sur la notion d'étranger. La guerre, elle a lieu en Syrie. Ici, tu as des actes sur le moment d'une horreur absolue, mais la vie quotidienne, on n'est pas en guerre ici. Et c'est ça qui était. Alors maintenant, tu as peur, tu dis est-ce que ça peut revenir? Mais si tu dis on est en guerre, tu vas voir ton fils. Ton fils? Ouais, tu vas voir ton fils, tu dis Jeannot, on est en guerre. Ah, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne vais pas à l'école demain. Eh ben, il dit, je ne vais pas à l'école demain. Hein, ça veut dire, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'il y a des dangers. Bon, maintenant, moi, je crois que Je donne un autre exemple. Tu dis, un politique marque. Tu as Madame Merkel, qui n'est vraiment pas ma tasse de thé, une femme de droite et tout ça. Bon, d'accord. Madame Merkel, tu as Fukushima. Tout le monde a vu Fukushima. Président français, ça ne l'a pas choqué du tout. Il n'a pas dit, on va réfléchir sur le nucléaire. Ah non, pas du tout. C'est pas elle qui est pro-nucléaire, qui arrête la sortie du nucléaire qui avait été décidée par les sociodémocrates et les Verts. Elle voit Fukushima, elle va à la télé et elle dit, je me suis trompée. Je me suis trompée. Le nucléaire, c'est pas possible. On va reprendre la sortie du nucléaire. Inimaginable en France, inimaginable d'un président de la République qui dit « Ouh là là, je me suis trompé sur une décision qui était fondamentale. » Elle a fait toute une campagne pour dire « Mais ils sont complètement débiles, ces écolos, d'arrêter le nucléaire. » Bon, deuxième exemple. Merkel, elle est... Bon, il y a des réfugiés, elle dit non, attention, on ne peut pas ouvrir les frontières. En allemand, c'est autre chose, mais on ne peut pas accueillir tout le malheur du monde, elle connaît par cœur. Elle est confrontée, elle va dans une école, elle est confrontée à une petite fille, une Palestinienne, qui lui dit « J'ai peur parce que peut-être mon père et ma mère peuvent être expulsés. » Première réaction de Merkel, très froide. Disant, mais tu sais, ma petite, on ne peut pas accueillir tout le malheur du monde. C'est vrai, ce sont des décisions difficiles. Et la petite pleure, se met à pleurer. Et ça l'a profondément touchée. Des semaines après, les images des Syriens, enfin des réfugiés, et elle dit, un vendredi soir, on ouvre les frontières. Contre toute logique politique. Toute logique politique. Évidemment, elle devient l'héroïne avec des selfies et tout le monde, Maman Merkel, mais dans toute la région, là-bas, c'est leur... Bon. Et... juste une parenthèse, au Kurdistan, j'étais au Kurdistan, il y avait une comptine qu'ils avaient transformée en Maman Merkel. Mais le problème, c'est que tu discutes en France
Et les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez voir, ça ne va pas marcher. Elle va en prendre plein la gueule. Et dès qu'il y a des problèmes dans son parti avec la droite, parce que c'est vrai, vous vous rendez compte qu'on est dans une situation, t'as le Premier ministre français qui fait un discours à l'Assemblée, il dit oui, il faut recevoir les réfugiés, donc nous, la France, on va en prendre 24 000 sur 2 ans. C'est ce qui est arrivé en 24 heures en Allemagne. Et alors tout le monde, ce qu'on appelle en français Schadenfreude, tout le monde est vraiment très content qu'elle en prenne plein la gueule. Je veux dire qu'elle a, dans 2 moments historiques, pris une décision avec ses tripes. Et qu'un dirigeant ou une dirigeante politique, en fait, ne doit pas prendre des décisions avec ses tripes. Parce qu'elle n'en peut pas mesurer les conséquences. Et c'est vrai que c'est difficile. Et je crois que Hollande, dans ce moment, il est très français. Il dit non, moi je suis cartésien, je prends une décision rationnelle. Et c'est ça, si on veut, et c'est ça qui est terrible, qu'on attende que la majorité des Françaises attendent de leur président. Donc le problème, ce n'est pas seulement le comportement du président, le problème, c'est le comportement des Françaises et des Françaises face à l'institution présidentielle. Et dans cette situation, ben moi, j'avoue que c'est terrifiant. Parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent comme discours, de toute façon, la réalité après sera autre chose. Ça sera autre chose. Parce que personne ne sait l'évolution des choses. Alors après, on peut discuter ce qu'on pourrait faire ou pas. Mais je veux dire, on a tellement en France fixé cette image du président qui peut tout dans un tel moment, qui doit tout pouvoir, que c'est voué à l'échec. Ça ne peut pas marcher comme ça. Voilà, c'est mon opinion. C'est pour ça que je dirais je ne voudrais pas être à sa place. Mais heureusement, je n'ai jamais eu envie d'être à ça. Et on peut dire aussi, mon pote, c'est Churchill, hein, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Si tu ne peux pas supporter la chaleur, sors de la cuisine. Donc si tu ne peux pas supporter la chaleur de président, mon pote, rentre à la maison et va voir Bobonne. C'est ça. Ben oui. Alors... Non, ben oui, mais c'est... Oui, bon, va voir ton copain, je m'en fous. Hein, c'est pas ça, ouais, je veux dire, il y a un véritable problème aujourd'hui de ce qu'on attend des politiques. Et c'est dans son film aussi. Alors, je vais rappeler effectivement que vous pouvez absolument, et Nadia, tu as tout à fait raison, avec ou sans micro, de toute façon, on vous entend, on relaiera, prendre la parole de manière absolument libre à n'importe quel moment du débat. Mais alors, du coup, je voudrais quand même revenir. Mais pourquoi tu es là-bas? Parce que j'aime bien voir tout le monde, donc je prends de la distance. En fait, cet homme n'aime pas être dans la lumière, parce qu'il est juste là-bas où il y a le projecteur ne l'atteint pas. Contrairement à ce qu'on pense, il n'aime pas être dans la lumière. Il y a une chose que je sens, c'est que dans ces moments-là, les responsables politiques vont chercher de la légitimité. C'est-à-dire qu'ils interviennent très vite et très fort parce qu'ils se rechargent en légitimité et en pouvoir d'action sur les choses. Ça, du coup, ça a une résonance... Dans ce moment historique. Oui. Dans ces moments, par exemple, on n'a pas entendu un patron parler. Alors que, enfin, on a entendu du pouvoir dans cette situation de crise et de peur et de traumatisme. On a la bourse, par exemple, la bourse tient, sauf sur les valeurs du tourisme. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le pouvoir. Je dis ça parce que je vais peut-être sauter des étapes, mais en faisant le film, je me suis aperçu que le pouvoir sur la société, sur l'état du pays, il est partagé entre différents pôles de pouvoir. Il y a le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir de l'opinion, le pouvoir de la presse, etc. Ça, c'est plusieurs pôles, le pouvoir européen, etc. Et assez vite, et le film, je pense, le dit assez clairement, c'est qu'il y a comme une espèce d'effondrement de la puissance politique qui se passe, qui se traduit par un phénomène d'abstention, par un phénomène de crise de décision, d'esprit de réforme qui n'arrive pas à s'inscrire, etc. Il y a un certain nombre de symptômes qui
qui se déroule. Et dans ces moments-là, dans ces moments où l'homme politique, c'est la figure du sauveur, de celui qui va nous sortir d'un moment de grande interrogation, de grande peur, et là l'homme politique, je pense sciemment, se recharge en légitimité. Mais dans ce moment, franchement, regarde les débats qu'il y a. Mais ils sont d'une pauvreté incroyable. Je veux dire, tu as un moment... Ça fait que commencer. Hein. Oui, mais ça fait que commencer. Mais on l'a vu, là, c'est pas le débat, mais là, il y a eu des annonces. Là, non, je ne parle pas des annonces de Hollande. Non, mais de tous, là. Il s'est passé quelque chose, et puis ils ont tous commencé à radoter, à parler, chacun dans son rôle, etc. Mais combien de fois tu les as entendus, tu t'es dit, tiens, là, il y a une idée. Ouh là, j'ai compris quelque chose. J'y avais pas pensé. Tu vois, tout le monde dit exactement, tu peux faire le discours de Sarko, de machin, tout, tu peux le faire à sa place. Dans cette situation, c'est ça et Hollande te dit, voilà, la République tiendra, la République ne tombera pas, et de toute façon, la République ne peut pas tomber. Ce qui est vrai, mais ça, c'est pas une nouveauté. Dans cette situation, ça ne renforce rien. C'est ça qui me fascine, ce que j'appelle la pauvreté des prises de position des uns et des autres. Mais ça, c'est la pauvreté peut-être du débat. Mais d'un autre côté, là, il y a eu, et on en parlait tout à l'heure, des décisions qui ont été prises et annoncées par Hollande. Il a annoncé des choses, il n'a pas pris de décision. Il a annoncé des choses. Il a annoncé des choses, notamment sur la Syrie. Et tu dis, vas-y, reprends sur la position, effectivement sur la Syrie, il y a une évolution. C'est-à-dire que la France ne fait plus de l'impératif du départ de Bachar el-Assad l'impératif de la solution. Donc il y a une évolution. Oui, mais moi, alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a une guerre en Syrie, on n'est pas en guerre ici. Il y a de la terreur, il y a de la peur, il y a de l'angoisse, il y a des actes horribles, mais ce n'est pas la guerre. Il y a la guerre en Syrie. Et je crois que si l'on veut arrêter, aussi bien si on veut renverser le processus de réfugiés, et donc si on veut arrêter aussi la possibilité que ce genre d'attentat revienne, il faut que la guerre en Syrie se termine. La guerre en Syrie ne peut se terminer que par la défaite de Daesh. Et ce n'est pas des avions qui arriveront à en finir avec Daesh. Bon, voilà, c'est ma position. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut négocier ou je ne sais pas quoi avec Daesh. Allez-y. Hein, allez-y. Donc, à partir de là, je crois qu'on a, et là c'est le pouvoir, c'est les politiques, on a des choix horribles. Il n'y a pas la solution et tout va bien. Donc, moi, je suis pour que, aujourd'hui, Hollande l'a dit, prenant le moment historique créé par cet attentat et par l'horreur, le monde horrifié, se solidarisant avec la France, donc Hollande a raison d'aller au Conseil de sécurité, mais là, qu'est-ce qu'il va proposer? Eh bien, moi, je dis, il faut qu'il prenne. Et en France, on a très peu parlé de l'accord de Vienne qui a été trouvé entre les Américains et les Russes, qui ont quand même un processus, ils ont proposé un processus de dire, d'accord, vous, Américains, voulez que Assad part, les Russes disent non, et ils disent, on va faire un processus pour que les Syriens puissent décider. En 1 an et demi, ils ont mis sur pied un agenda avec un cessez-le-feu. Donc, ça, c'est un processus politique. Avant, il faut en finir avec Daesh. Et je crois que l'inflexion qu'a donnée aujourd'hui Hollande, c'est de dire qu'il a accepté l'ennemi numéro 1 pour l'instant, c'est Daesh. Il n'a pas dit, et en même temps, Assad. Il a dit, Assad ne fait pas partie de la solution, mais l'ennemi. Il a dit une coalition unique. Donc, la deuxième partie va au Conseil de sécurité, où il sanctifie l'accord de Vienne, il propose, et l'article 7 permettant une intervention militaire contre Daesh. Article 7 de la Charte des Nations Unies. Cet article contre Daesh, aussi bien les Russes que les Chinois, il n'y a pas de veto, personne n'oppose son veto, la majorité du Conseil de sécurité est donnée, et après, il faut mettre une coalition où participeront aussi bien les Russes que les Turcs, que les Chinois,
que les Iraniens, que les Américains, que les Européens pour battre Daesh. Voilà, moi je ne vois pas, moi personnellement, mais je peux me tromper, je ne suis pas président de la République, donc ils sont plus malins, je ne vois pas d'autre solution pour en terminer en Syrie. Nadia El Fani. Parce qu'aujourd'hui, on dit il faut combattre Daesh. Hier, on nous disait il faut combattre Al-Qaïda. 20 ans avant, en Algérie, je vous rappelle que c'était le fils. Il y a quand même un problème, on n'arrive pas à nommer ce qu'on appelle les islamistes terroristes. Il faut qu'on arrête de parler de choses qui se passent comme ça, comme si il y avait une politique étrangère qui fait qu'ici on a reçu des bombes. Non, il y a aussi des choses qui se passent en France. Il y a aussi des gens qui grandissent en France et qui aujourd'hui, hier, avant-hier, l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, posaient des bombes en France. Ce sont des gens qui s'appellent des islamistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'à force de dire on fait la guerre en Syrie, mais je vous rappelle qu'il y a aussi l'Irak, et puis si vous commencez à me dire il y a l'Irak, il y a la Syrie, il y a aussi la Palestine, il y avait aussi l'Afghanistan, il y avait tout ça. Avant, il y avait aussi l'Iran qui venait poser des bombes à l'étranger, il y avait la Libye qui posait des bombes à l'étranger. Enfin, je veux dire, on va pas commencer à dire c'est facile, on va aller crever Daesh en Syrie. Personne n'a dit non, mais facile. moi je vous ai pas interrompu, non, je vais terminer aussi. Ouais, mais moi je n'accepte pas que tu dises j'ai dit c'est facile. Non, tu as dit il faut éradiquer Daesh et on n'aura plus d'attentats en France. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est un peu comme ça quand même. Mais non, il faut comprendre ce que je dis. Ça, c'est pas excuse-moi, la peine de parler. Là, soi-disant, la réponse d'Hollande, c'est d'aller éradiquer Daesh, comme si d'abord on pouvait éradiquer Daesh, comme si on avait besoin de l'ONU d'abord pour aller éradiquer Daesh, qui n'est pas un État. Daesh n'est pas un État. Je suis désolé, l'État, c'est la Syrie, c'est pas Daesh. Mais oui, ce sont des terroristes en Syrie. Ce ne sont pas... Personne n'a reconnu pour l'instant ce qu'on appelle Daesh, qui est ce qu'on appelle l'acronyme en arabe, qui veut dire Dawla Islamiyya, c'est-à-dire l'État islamique, qui n'existe pas. Il n'est reconnu par aucun autre État étranger. Il n'a pas d'entité. Donc on n'a pas besoin de l'ONU pour aller combattre Daesh. Tu remets enfin le Conseil de sécurité et l'ONU dans le centre de décision politique au niveau mondial, ce que les Américains ont balayé et qu'il faut remettre au centre. Oui. Et qu'il faut... Voilà. Oui. Et quand on a remis l'ONU au centre de ça pour aller combattre en Libye, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé livrer des armes à des mecs dans le désert qui aujourd'hui s'en servent pour venir poser des bombes. De ce soir, on dira, dès que je fais une proposition là, tu me diras la Libye, demain tu me diras l'Irak, après-demain je voudrais bien quand même qu'on remette la complexité des choses dans le débat. Oui, mais avant de dire la complexité, il faut quand même être capable... C'est pas seulement d'écouter Hollande qui dit... Mais non, mais tu sais, moi aussi je peux faire comme ça. Écouter Hollande. Moi, je peux avoir un débat contradictoire avec des gens. Je suis pas obligé d'être d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, je parle du terrorisme islamiste, pardon. Est-ce qu'on pourrait, en France, nommer les choses, arrêter de dire dans les rédactions aujourd'hui en France les assaillants, comme si on avait peur de nommer les choses? Il y a des terroristes islamistes qui viennent, au nom d'une religion, poser des bombes. Est-ce qu'on peut parler de ça? Ou est-ce qu'on a peur de nommer les choses? Mais on en parle, on en parle. Je suis désolée. Tous les journaux en parlent. Enfin, le problème, c'est pas les rédactions qui ne veulent pas dénoncer le totalitarisme islamiste, l'islamo-fascisme. L'islamo-fascisme, le débat est sorti dans toutes les bouches, aussi la mienne, après et pendant Charlie. Donc, il faut qu'on arrête. Ça a été dénoncé, l'islamo-fascisme, et c'est vrai qu'il y a un islamo-fascisme ici. Le problème qu'on vient de voir ici, c'est que l'attentat qui a été organisé ici est organisé par les gens à Raqqa, et à Raqqa, c'est les anciens services de Saddam Hussein. Voilà. Donc c'est une autre dimension. Donc si tu veux qu'on discute sur l'islamisme ici, je veux bien. Je parlais d'une chose, on peut parler d'une autre chose aussi. Ce sont pour la première fois des Français kamikazes. Non, pour l'instant, il y a un kamikaze. Attends, les 3 kamikazes du dehors du stade, c'est un Égyptien et un Syrien. Mais si. Le Syrien, c'est sûr.
Si, on est sûr du Syrien. Si, on a son empreinte digitale. Hein? On a son empreinte digitale. 3 Français kamikazes du Bataclan. Oui, Okay. mais alors Et le français... Voltaire. Oui, mais le français kamikaze du Bataclan, personne n'est capable ici de comme ça, sans une aide de l'État islamique, d'où ils sont, comment ils sont organisés, de faire par exemple ces ceintures d'explosifs. Hein, tous les spécialistes le disent. Donc moi je dis, je veux bien qu'on dise qu'il y a aussi un islamo-fascisme, et c'est vrai que ceux qui ont fait l'agression Charlie avec des armes, mais que l'attaque qui a été faite il y a 3 jours a une autre dimension. Et que, en même temps, si tu veux, l'idéologie islamo-fasciste, plus la réalité, l'exemplarité de Daesh qui gagne, qui combat avec les vidéos, c'est cela qui prennent des jeunes d'ici. Et je suis d'accord avec toi qu'on doit expliquer pourquoi on peut prendre des jeunes ici, quel est le degré de désespérance, comment ça arrive, et que cette idéologie fasciste islamiste, qui est en fait organisée après par les images et la réalité de Daesh qui est en train de vaincre en Syrie, c'est ça qui fait l'explosif et c'est ça qui fait la force. Attends, Nada, juste une seconde. Est-ce que j'ai dit seulement? Est-ce qu'il y a d'autres réactions aussi dans la salle? Non. Oui, Pierre, Aski. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect intérieur français, parce que moi, ce qui m'a gêné en écoutant Hollande cet après-midi, c'est que effectivement, on s'attendait à ce qu'il fasse des annonces, qui montrent du muscle et montrer qu'il y a une autorité, etc. Mais j'ai trouvé qu'il manquait une dimension qu'il avait su incarner en janvier après Charlie et qui manquait complètement dans ces 3 jours, qui est la dimension de cohésion nationale et la dimension de ne pas nous diviser, de ne pas accentuer tout le fossé qu'il y a dans ce pays, les fractures qu'il y a dans ce pays. Et je trouve qu'il y avait quasiment pas un mot sur cette dimension. Comment ? Oui, mais c'est tout sauf acquis. Et je trouve que personne ne peut imaginer une seconde qu'on va résoudre la problématique globale de cette lutte contre l'islamisme, contre la radicalité islamiste, uniquement en bombardant Raqqa ou même en écrabouillant Daesh en Syrie. On a un problème intérieur en France. On a eu tout ce débat aussi bien au début de l'année, quand Valls avait parlé d'apartheid, etc. On a eu de nouveau, il y a quelques jours, ou 2 semaines à peu près, les 10 ans des émeutes de banlieue, avec un bilan qui est quand même pas très positif, pas très glorieux sur la manière dont on a géré depuis 10 ans ce problème. Et on continue à accumuler ce passif, cette incapacité de faire face à ce problème qui est fondamental au cœur de notre société. Et évidemment, c'est plus facile d'envoyer 12 avions sur Raqqa, dont on sait pertinemment qu'ils ne servent à rien, parce que s'il y a une chose qu'ils savent là-bas, c'est qu'ils vont recevoir des bombes sur la gueule. Et donc, je ne peux pas imaginer une seconde que ce raid aérien ait eu une autre portée que symbolique pour montrer à la France qu'on est fort, qu'on ne se laisse pas abattre, etc. Mais pourquoi, dans son discours au Congrès, qui est le moment le plus solennel de cette affaire, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un premier volet sécuritaire, on va mettre 10 000 policiers de plus, machin, etc. Et un deuxième volet qui est de parler à la société française. Et ça, moi je reste complètement sur ma faim. Oui, mais parce que moi je crois que l'erreur, et tu as tout à fait raison, qu'il a commis, c'est il y a une phrase centrale, il dit « le pacte de sécurité est au-dessus, je ne sais pas, remplace le pacte de stabilité ». Il a oublié une chose. Pacte de sécurité, c'est pour le dire, écoutez, je vais mettre des millions et arrêter de me casser les pieds avec 3,1, 3,2%, c'est ça. Mais il peut dire, et le pacte de solidarité que j'ai besoin pour que cette société tienne, c'est là qu'il aurait dû rajouter. Il aurait développé comment, en fait, la cohésion de la société, il va prendre de l'argent, il va voir le patronat,
Il va l'écouter. Maintenant, le problème du chômage des jeunes, c'est un problème de sécurité. Alors, Gattaz, arrête de me casser les pieds avec ceci et tout ça. Si tu veux, on mettra 2 milliards de plus dans ton CICE, mais tu me garantis maintenant, en un an, 300 000, 400 000 jobs pour les jeunes. Pas des trucs aidés, assistés par l'État, c'est-à-dire de ramener le problème de la crise de la société française qui produit, avec l'idéologie islamo-fasciste, qui produit aussi ces personnes, d'essayer vraiment d'expliquer à la société qu'on ne s'en sortira avec la sécurité, mais aussi avec un changement profond des disparités dans notre société. Il avait une chance énorme de le faire aujourd'hui et de dire c'est pour ça que je vais aller à Bruxelles et je vais leur dire, pour moi, le pacte de stabilité, il y a une pause de 2 ans pour relancer la France, sinon ce pays va chavirer. Et personne ne lui aurait dit quoi que ce soit. Et c'est là où je crois qu'il y a eu... Une occasion ratée, c'est ça. Une grande occasion ratée. Là, je suis tout à fait d'accord. Qui veut aussi intervenir Oui, Mathieu. Non, par rapport à la cohésion aussi, moi je pense que d'un côté, on a le président de la République, finalement le malheur, c'est qu'il a déjà vécu ça il y a 10 mois. Et en fait, il a anticipé une cohésion comme elle a eu lieu il y a 10 mois. Et je pense qu'il n'a peut-être pas été autant sur ses gardes. Et à l'inverse, l'opposition et puis tous les détracteurs ont, eux, souhaité tout de suite, on l'a vu dès le samedi d'ailleurs, moi j'ai trouvé ça un peu gerbant, parce que dès samedi, on avait des voix dissonantes, mais qui étaient complètement politiciennes, puisqu'elles n'étaient pas du tout étayées. Et justement, on a commencé à parler des migrants, tout était complètement mélangé. Et en fait, ils n'ont pas voulu se retrouver dans une sorte de piège politicien de ce qui s'était passé, qui les avait un peu cloués, et tout le monde était resté un peu hébété en janvier dernier. Et donc c'est vrai qu'on le voit que dès le samedi matin, la politique a complètement repris ses droits. Et c'est vrai que je trouve que alors que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'occasions de lancer un certain nombre de choses, parce que c'est vrai que l'événement est finalement encore plus violent que ce qui s'est passé en janvier, parce que le monde entier le voit. Mais c'est vrai que c'était très compliqué politiquement, parce que clairement, tout le monde l'a utilisé. Oui et non. Moi, il y a un truc qui m'a frappé. Il y a un copain qui m'a raconté, il prend un taxi ce matin, et le chauffeur de taxi, un maghrébin, lui dit, c'est gentil que vous voulez monter dans ma voiture. Il dit, mais pourquoi ? Ben, il y a 2 personnes avant vous, ils ont ouvert la porte, ils m'ont vu, ils ont claqué la porte, ils sont partis. Je ne veux pas rouler avec vous. Et c'est ça le danger de la France. Seulement, moi je crois, alors, sans filet ce que je vais dire, c'est peut-être complètement idiot. Je crois qu'au contraire, et ça part d'un cynisme total, au contraire de Charlie et d'Hyper Cacher, pour la grande majorité des musulmans ici, ils ont fait une erreur fondamentale. Charlie et Hyper Cacher, ils avaient une surdétermination idéologique dégueulasse. C'était Charlie, c'est Mohamed, vous nous avez traînés dans la boue, et une partie, disons, des musulmans, à tort, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux, on réagit, et les juifs, de toute façon, là, c'est pas la peine d'en parler, ceux-là, si on peut les égouiller, c'est pas un problème. Non, je fais un peu rapidement, poussé, oui. Mais un peu poussé. Ah ben non, non. Si tu lis, ce qu'une partie dans les réseaux sociaux ont dit après Hyper Cacher, avec une paranoïa totale que de toute façon c'est le Mossad qui a tout organisé et qui a tout fait, c'était horrible. Cette fois-ci, tu vois les réseaux sociaux, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que cette agression qui vise tout le monde, et quand on voit les morts, il y a 10% de morts qui sont à l'image de la France, eh bien, il n'y a absolument personne ici en France, à part, je ne sais pas qu'il soit musulman, même très croyant, ne puisse s'identifier une minute. Et donc, on avait une chance de recoller quelque chose. On avait une chance de dire, bon, il faut repartir, vous voyez. Daniel, et là, on l'a raté. C'est tout chaud, c'est pas, je peux pas dire. Pour une fois, c'est moi qui. Non, on est à 2 jours, 3 jours. Il y a quelque chose. Mais le discours était aujourd'hui quand même. Oui, mais le discours aujourd'hui. Il y a une question. Le débat ne fait que commencer. On n'a même pas enterré les morts. Enfin,
Et je trouve qu'il y a là-dedans une espèce de folie, de précipitation de tous les côtés. Hein. Mettre les victimes à la une de Libé, moi, je ne comprends pas. Il y a une espèce de surenchère à l'émotion qui alors là, est vraiment extrêmement fort, quoi. Et pas du tout à un temps, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que sur l'état de guerre, ils ont une espèce... Le fait d'envoyer les rafales coupe tout de suite le débat. C'est-à-dire que dans les 4 heures, 5 heures après, non, on n'a même pas fait un débat ici pour savoir si on est en état de guerre, on a déjà envoyé les rafales. Donc là, il y a une espèce... Mais enfin, moi, c'est peut-être... comme tu dis, j'y vais sans filet, mais je pense que l'angoisse des régionales y est aussi pour beaucoup sur la réactivité, cette réaction politique. Et c'est quand même... Enfin, ça engage comment une démocratie répond à cette situation, qui est quand même la truc qui, à mon avis, la plus conséquente vis-à-vis de notre avenir et de ceux de nos enfants. Comment on n'est pas dans... On parle de quoi? Le plan, tu dis sur 6 mois, mais on peut se donner rendez-vous dans 6 mois. Mais si tu veux... Oui, tu as raison. Mais... Donc il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et soyons extrêmement vigilants à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Prenons le temps d'en discuter dans nos démocraties européennes, en Belgique, ici, en Allemagne. Oui, mais à partir du moment où tu as raison, s'il fait le congrès dans une semaine, tu as tout à fait raison. Ou laisser le temps d'une maturation. Mais à partir du moment où ce qu'il y a de... Enfin, il y a très peu d'intervention du président au Congrès. Donc, à ce moment-là... Qu'est-ce que ça fait qu'il le fasse? Qu'est-ce que ça change qu'il le fasse dans une semaine ou... Ah, mais regarde ce qu'a dit Pierre, tu as une déception, elle est là. Il a monté la barre et tout d'un coup se dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous propose? Et ça, c'est dans une situation d'angoisse. C'est pire que d'attendre une semaine pour le Congrès. Non, moi je crois que c'est son propre désarroi qui transpire. Moi, si tu veux, quand par exemple, j'ai regardé, excuse-moi, après je donne la parole, mais c'est comme Valls qui dit ça va se reproduire. Enfin, il y a eu un mouvement de panique dimanche, place de République, et le lendemain, le Premier ministre dit attendez, vous attendez, ça va recommencer. Non, mais on n'est pas sur des gens qui sont en train de créer du sang-froid et de la lucidité et de la cohérence nationale. Je voudrais passer la parole à monsieur. Là. Merci, bonsoir. En fait, moi, je voulais aussi... Enfin, du coup, c'est un peu la continuité... Je vais me lever, si vous le souhaitez. Un peu la continuité de ce que vous venez de dire. Moi, je suis frappé par l'unanimisme autour de la riposte armée en Syrie et dans cette notion de guerre, donc dans laquelle la France est déjà engagée, mais donc s'engagerait encore davantage avec des propos que je trouve très violents, enfin, y compris vis-à-vis je dirais du problème qu'est Daesh, et sans du tout vouloir nier la complexité et la nécessité de combattre un certain nombre de choses dans l'État islamique. Mais moi, ma réaction première suite aux attentats, qui était aussi une réaction émotionnelle, c'est Prévert, c'est Barbara, c'est quelle connerie la guerre. Voilà. Et je trouve que dans la réaction, y compris... Alors il y a un unanimisme politique, mais aussi social, et c'est ça qui me fait peur, sur on a raison de vouloir anéantir ces gens. Et en fait, anéantir ces gens, c'est un vocabulaire martial que je trouve d'une violence, je dirais presque déraisonnable par rapport à ce que la France et d'autres pays, de beaucoup d'autres villes dans le monde ont connu ces derniers jours et jusqu'à maintenant. Juste, je dire un mot. Moi, mon sentiment, c'est que comme on n'a pas su vous défendre, on va surjouer la réponse offensive. Parce qu'il y a quand même un défaut de défense. Alors moi, peut-être, mais
moi je trouve que c'est vachement péremptoire. Moi je crois que les services de sécurité, ils ont tout fait que, bon, ils ne sont pas arrivés, il y a eu des erreurs sûrement qu'il faut analyser, mais ce genre de terrorisme est hyper... Et ce que dit le... Moi, je l'ai trouvé aussi que ce qu'a dit Valls, c'était idiot, mais le ministre de l'Intérieur allemand dit toujours, il y a une société ouverte et vulnérable. Et on peut réduire la vulnérabilité, mais on ne peut pas vous promettre que ça n'arrivera pas chez nous. Je trouve que c'est... Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre ? Mais qu'ils le disent. Mais ils le disent, non, ils l'ont dit. Si, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Mais l'autre chose sur... Moi, je voudrais revenir sur il y a des moments dans la vie où l'exception de la guerre, il faut l'accepter. Le mal existe. Le mal existe et des fois, bon, je ne vais pas te faire le cinéma, mais on peut le faire de Hitler. C'est la guerre. À un moment, tu es obligé de lui faire la guerre. Et aujourd'hui, dans la région, le fait que l'État islamique global, tu as deux problèmes qui s'ajoutent à la région. C'est-à-dire, tu as l'État islamique et tu as aujourd'hui ce qu'on ne soutient pas, la Tunisie, où on n'est même pas capable de lui soulager sa dette. Si la Tunisie ne tient pas, hein, c'est encore quelque chose de dramatique. Et puis, il y a, si l'Algérie devient un État islamique, eh ben, tu pourras après dire la guerre, c'est pervers. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se joue. Aujourd'hui, on a pour la première fois, au contraire, on a réussi à ne pas résoudre, enfin, à avoir un début de solution avec l'Iran. Avec l'Iran, où les accords avec l'Iran fait qu'il y a aujourd'hui le terrorisme iranien n'est plus d'actualité. Et qu'aujourd'hui, on a une possibilité dans la région d'avoir l'Iran comme un facteur de modération. C'est grâce à une politique non guerrière de diplomatie qui a duré des années. Mais en ce moment, on ne voit pas comment, parce que justement, Daesh n'est pas un État, mais que Daesh agit globalement et qu'aujourd'hui, Daesh est si tu veux, ils sont en train, dans ce qui se passe en Algérie, de jouer la carte après Bouteflika et que ça va être très très dur et que ça va pas être... On avait déjà ce débat en Israël, en Algérie, pardon, entre les islamistes et les généraux. On ne peut pas se choisir toujours ceux qu'on veut. Oui, c'est ça. C'était pas du pacifisme, je dirais, un peu naïf, mais c'est juste que cette décision-là, pour moi, elle doit être questionnée, elle doit être débattue. C'est pas quelque chose qu'on peut décider parce que justement on est dans l'émotion et parce que on a cette... Voilà, moi c'est la rapidité et l'unanimisme et le fait que... Alors peut-être, mais moi, enfin, on peut en discuter et aboutir à cette conclusion. Mais envoyer effectivement des avions 3 heures après pour... Enfin, voilà. Et là, je pense qu'on se remet dans... Et on voit bien que la réaction... Moi, j'ai peur qu'on soit en train de vivre une émotion et une réaction à l'émotion du terrorisme qui était celle des Américains qui sont allés attaquer l'Irak sans raison, enfin en tout cas pas avec la bonne raison. Et alors je connais pas, je suis pas du tout, je connais pas la situation, j'ai pas d'informations sur. Non mais juste pour ça, en fait. Ça a l'air un peu compliqué de donner une réponse politique à Daesh. Pour le résumer rapidement. C'est-à-dire la réponse politique, elle est plutôt auprès de Hassan. Enfin, elle est là. Parce que Daesh est une création. C'est pas quelque chose qui surgit comme ça. C'est une création des anciens bassistes. Il y a eu maintenant, on le sait, ça. Mais Daniel, il dit oui, mais faut circonscrire et arrêter cette expansion parce que de toute façon, ça ne pourra être que le début de quelque chose
de remettre les choses dans cet ordre-là. C'est pas arrêter le terrorisme islamique. C'est juste, à partir de là, on pourra peut-être introduire un événement. Pierre, puis Nadia, Oui. puis on va être obligé de Oui. conclure. Pierre. Moi, je rejoins quand même ce qui a été dit sur le moment 11 septembre, c'est-à-dire que sous le coup de l'émotion d'un acte sans précédent et inqualifiable, on en vient pour se rassurer à prendre des mesures qui sont en partie liberticides. Et moi, je trouve que les annonces qui ont été faites sur la réforme de la Constitution, moi, elles me font peur, je suis désolé. Je les trouve totalement injustifiées. Elles sont peut-être surtout à contre-temps, peut-être. C'était pas l'urgence, les mesures. Oui, c'est pas l'urgence, et elles ne changeront pas grand-chose à l'équation actuelle. Et je trouve que là, on a surréagi parce que, effectivement, ce que disait Pierre tout à l'heure, il y a la surenchère politique, il y a les élections régionales, il y a Marine Le Pen qui pousse derrière, il y a Sarkozy qui fait 3 idées à la minute qui tiennent pas la route très longtemps, mais qui ajoute à cette surenchère sécuritaire, et que Hollande, qui est un président impopulaire et fragile, se sent obligé de bomber le torse pour dire mais vous n'avez pas besoin de voter Marine Le Pen, je suis aussi fort qu'elle. Et ça, c'est dangereux. La deuxième chose, je voudrais juste faire un petit point. Je pense que il y a une bataille culturelle on est dans un lieu de culture. Il y a une bataille culturelle à mener aujourd'hui au sein de la société française, et il est clair que les politiques ne sont pas sur ce terrain-là, que c'est pas dans leur champ de vision. Ça les intéresse pas. Oui, ça les intéresse pas. Et donc c'est aux gens de culture de la mener, les cinéastes en particulier qui touchent un public très large. Et je trouve qu'il y a eu des moments dans l'histoire où le monde culturel était plus mobilisé qu'aujourd'hui, et je le regrette un peu. On se mobilise, c'est pas vrai. Nous, on a l'impression aussi quand même que le monde de la culture, qu'on n'intéresse plus les politiques, que les valeurs que nous portons. Oui, mais il faut oublier les politiques. Oui, mais il y a un monde continue, culturel, on continue à faire justement, ça, Pierre, qui tu vois, pense pas comme nous. Tu as aujourd'hui, si tu prends si tu prends Gramsci et l'hégémonie culturelle, elle est autre part. Dans la France d'aujourd'hui, tu as une hégémonie culturelle réactionnaire qui est relayée par les médias et tout ça. C'est ça aussi un de nos problèmes. Nous, enfin, je veux dire que... Elle est médiatique. Comment ? Elle est médiatique. Elle n'est pas seulement médiatique, elle est aussi... Elle est majoritairement médiatique. Oui, mais elle pénètre... C'est pas les 3 qui parlent le plus fort qui font le plus de travail. Non, mais c'est les 3 qui parlent le plus fort, avec le nombre de livres qu'ils vendent. Et moi, je me bats... Comme les gens me reconnaissent, les gens me parlent. Et quand je suis dans le sud de la France, pas méchamment, ce que te disent les gens, je dis, sacré don de Dieu, Zemmour, tu vas très loin. Non, c'est tout ce que je veux dire. Tu ressens dans les débats que tu fais dans la rue, tu ressens que c'est pas simplement un problème de médias. Ça atteint la tête de pas mal de gens. Thomas Sotinel, non? Oh bah. Thomas. Moi, je pense... Je voudrais laisser... Il y a Effectivement, en termes d'hégémonie culturelle, il ne faut pas s'aveugler. Si on regarde la liste des films français qui marchent, si on voit des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Premier Cru, un film que personne dans cette salle n'est allé voir, sauf moi, mais qui a fait 400 000 entrées, et qui est un film frontiste, pas dans le sens militant, mais qui défend toutes les valeurs du Front National. Et ça, on le voit dans des séries télé, et on le voit dans plein de choses, et qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer sur l'état réel de ce pays sur le front culturel aussi. Et moi, je voudrais dire à Pierre, tu as raison quand tu dis tout le truc sécuritaire. Seulement, moi, j'ai pas de réponse à ça. J'ai un problème. Dans la société française aujourd'hui, si un homme de gauche, mais même un homme de droite modérée, n'a pas un discours sécuritaire, il se fait balayer par Marine Le Pen. Alors, le problème, c'est que dans le débat, je m'en fous, mais en réalité, si après elle arrive à 45, 47, 48, qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, mais c'est pas bien, vous n'avez pas le droit de parler. C'est vrai, tout ça, tu as raison. Mais tu as une société, et c'est ça notre problème,
Tu as une partie de la société, par ce qui s'est passé, qui bascule, qui, dans son angoisse, elle bascule vers un horizon et on n'arrive pas à la rattraper. Enfin, on arrive difficilement à la rattraper. Victor Orban, il n'est pas en France. Mais Victor Orban n'a pas commencé à 70%. Victor Orban a commencé à 25, 30%, 40%, 45%, 60%. Oui, donc c'est pas spécifique à la France. Oui, mais Victor Orban, ils ont perdu les Hongrois. Et va discuter avec les intellectuels, juifs en Hongrie. Hein? Le problème, est-ce qu'on est obligé d'attendre que Marine Le Pen arrive au niveau de Victor Orban pour dire où est l'erreur? Non, mais je disais ça juste pour dire que peut-être le terrain de lutte politique, il est peut-être au niveau européen. Oui, d'accord, ça c'est vrai. Nadia? Bon, moi, je voulais juste ajouter une chose, c'est que c'est marrant parce qu'on ne parle jamais de laïcité, alors que quand même on vient de se faire attaquer par des islamistes terroristes. Je répète le mot, moi, parce que j'aime bien quand même nommer les choses telles qu'elles sont. Et je trouve étonnant que c'est aujourd'hui qu'on annonce, après 15 ans où on a laissé faire, etc., qu'on va fermer les mosquées radicales, par exemple. Et c'est quoi d'abord une mosquée radicale? Qui va décider de quelle mosquée est radicale? Mais enfin, les discours de haine d'imams payés par nos amis qataris et nos amis saoudiens, ça fait 20 ans en France. Et quand je dis 20 ans, je suis sympa. Donc les jeunes aujourd'hui, c'est pas par hasard que c'est la France qui a le plus fort contingent de mercenaires à Daesh. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une armée de mercenaires quand même. Hein. Et la Tunisie, que tu nommes aussi, malheureusement, on détient le record des pays qui envoient des mercenaires à Daesh, comme par hasard. Mais pourquoi, aujourd'hui, c'est accepté dans un discours, quand Valls, ou je ne sais plus qui, non, je crois que c'est Cazeneuve qui l'a dit, on va fermer les mosquées radicales, ah ben ça passe comme ça, là. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on le sait depuis 20 ans? Qui prêche la haine? Pourquoi on n'a pas peur de critiquer Marine Le Pen à la télévision française? Pourquoi on a peur de critiquer ces fachos islamistes? Pourquoi on a peur de nommer? Pourquoi on a peur de critiquer la religion? Aujourd'hui, ça devient grave. Là, je suis désolé, mais une des réponses l'année dernière de ce que vous appelez la cohésion sociale en France, de M. Hollande, ça a été de dire on va faire un dialogue interreligieux dans un pays hautement laïque. Moi, ça me choque. Je suis désolée, ça me choque. C'est pas ça la réponse. C'est pas celle-là. Parce que le spirituel et la religion, etc., on doit rappeler à tous et toutes, que c'est des choses qui doivent être privées et personnelles. On n'a pas à en débattre politiquement. On n'a pas à le mettre sur la scène du politique. On n'a pas à discuter de ce qui est bien et pas bien dans l'islam de France. Qu'est-ce que ça veut dire, l'islam de France? Il y a des musulmans français, des Français musulmans. Il y a des Français juifs, il y a des Français chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on devrait organiser l'islam de France? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'excuse. Alors moi, je te réponds. Fait de société, c'est pas moi, un je fait de suis société, complètement. Je parle jamais de religion. Je suis complètement athée. Je suis pas circoncis et ni rien. Seulement, toutes les religions, à part les musulmans, sont organisées en France, ont des lieux de culte en France et ont une influence incroyable, malgré société laïque, sur la société française. C'est quand même. Alors moi, je veux bien qu'on dise la France est un pays laïque. Mais quand même un pays, parce qu'un gouvernement veut faire le mariage pour tous, qui mobilise je ne sais pas combien de centaines de milliers, c'est que la laïcité dans la tête des Français, c'est malheureusement pas ce que toi et moi nous voulons. Donc quand on fait de la politique avec ça, le problème qu'on a, c'est comment aujourd'hui repousser l'influence de la religion tout en permettant que d'une manière privée, ceux qui croient soient à pied d'égalité. Tu dis avec raison, les musulmans, ils font ce qu'ils veulent, les juifs, ils font ce qu'ils veulent, mais que tous ceux qui sont dans la société française aient une possibilité de vivre leur religion d'une manière privée à égalité. Et ça, pour l'islam, ce n'était pas le cas. Oui, mais ce n'est pas au gouvernement d'organiser ça. Je suis désolée. Écoute... Oh.
C'est vraiment un débat. Moi, je vois pas pourquoi. Moi, je dois toujours défendre ces musulmans et ces religions que je hais. Mais c'est ça, parce que c'est ça le problème de la gauche aujourd'hui en France, c'est qu'on n'ose pas dire. Moi, je suis de droite. Je suis désolée. Je suis de droite. Moi aussi, je suis de droite. Je suis de droite. Moi aussi, je suis de droite. Tout le monde le sait. On va terminer. On va pas terminer sur de la rigolade. Non, on va pas terminer sur la. Mais c'est dommage que la gauche aujourd'hui ait peur de nommer ces choses-là. Non. Oui, elle a perdu cette bataille. Je ne crois pas que j'ai peur. Je crois qu'on fait non, je suis pour défendre. Je suis pour défendre la laïcité, mais qu'en même temps, personne dans cette société se sente inégal par rapport à un autre groupe. C'est tout. Alors je ne sais pas, peut-être j'ai pas trouvé la solution, mais c'est un véritable problème, si tu veux, une reconnaissance de la laïcité. La laïcité, ça doit être vraiment la forme qui rende égale toutes ces religions qui doivent être de l'organisation de la vie privée. Et l'athéisme. Et l'athéisme. Mais l'athéisme, il n'a pas ses institutions à part les francs-macs. À part les francs-macs, il n'a pas ses institutions. Mathieu, on va... Tous les citoyens, pas toutes les religions. Oui, c'est vrai. Mathieu, oui, tu as raison, là tu as raison. Deux petites questions. La première sur le discours politique et le discours sécuritaire. Est-ce que ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos montre qu'on peut aussi avoir un autre discours qui puisse parler à un peuple européen et qu'il n'y a pas que des discours sécuritaires et nationalistes? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'Europe, par rapport à ça, c'est plus géopolitique par rapport à Daesh et le Moyen-Orient, est-ce que l'Europe a pas loupé un truc avec la Turquie, puisqu'on sait quand même que la Turquie est quand même au centre de beaucoup de choses, notamment qu'elle commerce pas mal avec les islamistes. Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose quand on s'est posé la question sur la Turquie et l'Europe? Ah, moi j'étais, quand il y a eu le début de l'adhésion de la Turquie, j'étais absolument pour l'adhésion de la Turquie. Le problème, c'est qu'avec Erdogan aujourd'hui, on ne peut plus. Tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, avec Erdogan, on a loupé au début, au moment où effectivement on ne savait pas dans quel l'agenda vraiment d'Erdogan et qu'il y avait plein de possibilités dans la société turque, l'Europe aurait pu être un facteur de désintégration de l'islamisme et qu'on n'a pas... Là, on a complètement... C'est parce que il n'y en a aucun qui était laïque, ils étaient cathos. Ils étaient cathos, judéo-cathos, ils disaient on ne veut pas de ces musulmans. Hein, c'est ce que disait Sarko, c'est ce qu'a dit Merkel, c'est ce qu'ils ont tous dit. C'est là qu'on a perdu la bataille. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, on est un peu biaisé avec Erdogan. Tu es d'accord avec moi? L'Espagne? Sur l'Espagne, oui. Alors l'Espagne, c'est intéressant. Parce que c'est un pays qui ne se dit pas laïque, qui a fait le mariage pour tous en une semaine, sans aucun problème, alors que l'Église a fait une manif comme ça, just for the form, pour dire que oui, on n'est pas d'accord. Mais il n'y a eu aucune crise. L'Espagne a eu une dérégulation sur les drogues, mais c'était la droite. Il n'y avait pas... Non, c'était les socialistes, pardon. Alors, comme on dit souvent, il y en a à gauche qui disent c'est la droite, donc c'est pour ça que j'ai fait un raccourci. Mais c'est pas vrai. Bon, l'Espagne a une... C'est vrai que c'est un pays fascinant, parce que, et ça c'est la réponse au franquisme, la possibilité de la droite, c'est comme en Allemagne. Oui, il y a des forces, 8%, mais inimaginable. En Allemagne, l'extrême droite à 40% comme en France, à cause de l'histoire. Et les solutions contre les grands partis en Espagne ne peuvent pas être de droite à cause du franquisme. Alors, ce qu'ils ont, eux, c'est le nationalisme régional, ce qui est un autre problème. Ça, c'est une autre discussion. Je vais tous vous remercier. On va terminer là. Merci Daniel Cohn-Bendit. Merci Pierre Scholler. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là. Et bonne continuation de festival.